Bon, je vous remercie d'être venus si nombreux assister à cette conférence à deux voix que nous allons commencer sans tarder. L'ouvrage que Maurice Sartre et moi-même avons consacré à Zénobie de Palmyre à Rome, dont vous voyez la couverture ici, et qui est paru chez Perrin au mois d'octobre dernier, était destiné à rétablir l'image la plus historique possible de l'héroïne, en reprenant à la base la documentation disponible et d'autre part à comparer cet aspect historique des choses au mythe dont le personnage fut l'objet à travers les siècles. Plutôt que de commenter les thèses exposées dans ce livre, ce que nous avons déjà fait plusieurs fois depuis le mois d'octobre, j'ai pensé qu'il était plus opportun d'orienter aujourd'hui cette conférence sur la ville que Zénobie avait sous les yeux au IIIe siècle, au milieu du IIIe siècle après notre ère. D'une part parce que les événements récents ont mis le site de Palmyre à la une des médias en raison de la menace de destruction que faisaient peser sur le site les hordes de Daesh qui en ont pris possession le 19 mai dernier. Et d'autre part parce que cette approche urbaine est en phase avec le thème de ces premiers rendez-vous de l'histoire du monde arabe, la ville. Donc, entre la naissance de Zénobie, entre 230 et 240 après Jésus-Christ, et son départ de Palmyre en 272, prisonnière de l'empereur Aurélien, la ville que l'on pouvait encore visiter il y a 4 ans offrait un aspect assez proche de celle que Zénobie avait pu connaître, à ceci près que la ville était beaucoup plus étendue, et qu'en outre, aucun rempart ne la protégeait. Nous voyons ici une photo du site de Palmyre tel qu'il il était visible quand on pouvait encore y aller il y a quelques années. Et vous voyez que... Alors le pointeur, c'est ça, oui. Vous voyez qu'ici, il figure un rempart qui est beaucoup plus tardif que l'époque de Zénobie, puisque les premiers éléments de ce rempart datent du début du IVe siècle, et que surtout une grande partie de ce rempart refait par la suite date de l'époque de Justinien, donc du VIe siècle. Et vous voyez aussi sur le site ici une sorte de dépression qui court le long des monuments, qui est un wadi, le wadi As-Souraïsir, qui fait la limite entre la ville actuellement visible, qui est la ville romaine, et une ville qui a complètement disparu au sud, et qui est la ville dite hellénistique. Au sud de ce wadi As-Souraïsir, que vous voyez ici sur le plan de la ville, se trouve une zone entre la source Afka et le temple de Bel, dont il ne reste rien, mais qui était une ville chronologiquement antérieure à celle que nous avons au nord du wadi. C'est cette partie romaine de la ville visible qui est aujourd'hui menacée de destruction. Mais la ville hellénistique est un témoignage de l'existence du site de Palmyre avant Rome, avant que Rome ne prenne possession de Palmyre, dont toutefois des éléments d'habitat encore plus anciens, en ce qui concerne Palmyre, existent, des éléments qui datent du 7e siècle et qui ont été retrouvés sous les structures du temple de Bel, que vous voyez sur la photographie. Et c'est là, sans doute, que des tribus sont venues se fixer, attirées par la présence de l'eau, la source FK, entre autres, bien que ce ne soit pas une eau potable, mais qui permettait néanmoins d'arroser les jardins et d'entretenir cette oasis qui est également sur la photo. Et puis également, une autre raison de la fixation des populations est sans doute aussi la situation géographique de Palmyre, assez idéale entre l'Euphrate et la Méditerranée, qui permettait des échanges. Mais Palmyre, sous son nom araméen de Tadmor, est encore plus ancienne, puisque son nom est déjà cité dans les tablettes assyriennes dès le XIe siècle avant Jésus-Christ. Mais l'histoire du site à ces hautes époques est extrêmement difficile à faire, faute de documents continus. Mais le nom de Tadmor apparaît régulièrement dans de nombreux documents qui proviennent des royaumes de l'Euphrate, et tout au cours du IIIe millénaire, les Palmyréniens et leur cité de Tadmor apparaissent
pour être décrits tantôt comme des marchands, mais aussi tantôt comme des brigands. Peut-être un équivalent. Mais de quand date exactement cette agglomération dite hellénistique que Zénobie pouvait voir et que nous ne voyons plus? Nous ne le savons pas vraiment, faute de fouilles assez étendues dans cette partie de la ville. Une équipe d'archéologues allemands et syriens avait commencé des travaux de recherche dans cette zone à la fin des années 90. Des prospections magnétiques dont nous voyons les résultats ici sur ce plan ont confirmé l'existence de l'agglomération que l'on soupçonnait à cet emplacement et ont mis en évidence les structures enfouies d'un grand quartier avec des rues, des canalisations, des établissements artisanaux et des monuments. 2 sondages ont permis de mettre au jour des éléments qui permettent de faire remonter l'occupation de ce quartier au IIIe siècle avant notre ère, parmi lesquels des monuments publics, alors, dont on ne sait pas très bien quelles étaient les fonctions exactement, car il n'a pas été retrouvé d'archives liées à ces monuments, mais dont on voit notamment les méthodes de construction, avec des petits lits de pierre en dessous et des gros blocs par-dessus. Et puis également des maisons, dont celle-ci, avec une cour centrale entourée de multiples pièces qui étaient décorées de peintures du IIIe avant, des peintures polychromes, dont nous voyons 2 exemples ici sur ces reconstitutions qu'ont faites nos collègues allemands à la suite de leurs fouilles. On peut voir sur ces photos les fragments qui ont été découverts et les reconstitutions qui ont pu être faites des différents éléments. Donc des peintures, mais aussi des stucs qui ornaient les parois des maisons. Là encore, à partir de petits éléments de stucs, les archéologues sont parvenus à reconstituer les décors des murs des maisons. Également, les fouilles ont également permis de remonter un certain nombre d'objets en rapport avec la vie quotidienne dans ce quartier au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les plus anciens, en tout cas retrouvés pour l'instant, remontent à ces périodes. Vous voyez que l'on y a retrouvé de la céramique, on y a retrouvé des lampes, on y a retrouvé des éléments en bronze, ici un mors de cheval, avant et après restauration, et puis des petites tessères qui étaient ces petits jetons de terre cuite dont on se servait à Palmyre pour aller assister à des banquets religieux et sur lesquels soit on représente des dieux, soit des personnages, des grands prêtres qui étaient chargés des cérémonies religieuses. Zénobie avait donc sous les yeux une ville bien plus vaste que celle que nous voyons aujourd'hui, puisqu'il a pu être établi que ce quartier, donc au sud-ouest, était occupé encore au IIIe siècle après, donc elle l'a forcément vu évidemment en état, et même certains secteurs de ce quartier ont été occupés jusqu'à l'Antiquité tardive, donc au moins jusqu'au IVe siècle. Les prospections ont malheureusement dû cesser dans ce secteur, faute d'argent. Nos collègues allemands n'avaient plus les moyens de financer les expéditions et à cause également de la guerre. Mais nous voyons que grâce à ces fouilles, que ce secteur était extrêmement prometteur. Et on voit également quelle importance il y a à maintenir en place les couches archéologiques afin de pouvoir reprendre éventuellement plus tard les recherches. En effet, les destructions du site ou d'un site ne se bornent pas à en faire disparaître les éléments les plus visibles, mais aussi ceux qui sont encore sous terre. Or, les manœuvres de l'armée sur le site depuis 2011, ainsi que les opérations de pillage qui ont accompagné la présence de l'armée dès 2011, sont tout aussi préjudiciables. Et c'est à cet avenir donc, qui pourrait permettre d'en savoir plus sur l'évolution et l'histoire du site, et notamment savoir ce qui a conduit à abandonner certains secteurs de ce quartier. Est-ce la destruction par Aurélien, que l'on a taxé de vandalisme après la prise de Palmyre en 273, ou bien est-ce le déplacement d'un centre d'intérêt des habitants vers d'autres quartiers, et notamment les quartiers modernes? Aucune trace pour l'instant
d'incendie massif n'a été repéré par les archéologues, ce qui laisse penser que la destruction par Aurélien n'est peut-être en réalité que un topos, enfin une manière de dire par les sources qui souvent associent prise de la ville avec destruction de la ville et massacre des habitants. Donc rien en réalité pour l'instant matériellement sur le terrain ne vient confirmer que cette partie de la ville aurait été réellement détruite. On prétend aussi que le temple de Bel aurait subi des destructions. Là encore, rien dans l'archéologie n'est venu le confirmer. Donc, c'est vrai que la poursuite des travaux archéologiques dans la zone dite hellénistique, qui est peut-être encore plus ancienne, a pu avoir... comment dire, ne sont peut-être pas à relier immédiatement à ces événements. Car en fait, ce sont effectivement les nouveaux quartiers qui ont peut-être attiré les habitants, nouveaux quartiers qui sont mis en chantier dans la première moitié du 1er siècle de notre ère, donc relativement tôt. Et ce sont ces quartiers qui contribuent aujourd'hui à la beauté du site. Et cette mise en valeur de la ville, ce développement de la ville avec de beaux monuments, de nouveaux monuments, répondait probablement bien aux ambitions, aux objectifs de ceux qui étaient les auteurs du projet. En fait, que voulait-il faire ? Eh bien, il voulait une belle ville nouvelle, il voulait une ville neuve, une ville moderne, une ville romaine, pour montrer qu'ils avaient assimilé un certain nombre de valeurs de l'architecture, de la culture, des nouveaux maîtres de l'Orient qu'étaient les Romains. Mais pour autant, à Palmyre, on n'a pas renoncé à sa propre culture, héritière aussi de l'Orient mésopotamien, et nous le verrons à la fin de l'exposé. Insistons quand même un petit peu sur les initiateurs du projet qui a conduit à faire sortir de terre cette nouvelle ville, des initiateurs qui sont palmyréniens. Ce sont bel et bien les palmyréniens eux-mêmes qui sont à l'origine de la construction de cette ville. Ni l'empereur de Rome, ni même le gouverneur de la province dont dépendait Palmyre, n'ont joué le moindre rôle direct dans l'édification de cette nouvelle ville. Ce sont bien les dirigeants successifs de la cité qui, pendant 2 siècles, vont édifier progressivement le site que nous avons sous les yeux aujourd'hui, avec les revenus qu'ils tirent d'un commerce caravanier de plus en plus florissant depuis que Palmyre est entrée dans l'Empire romain aux alentours de 17 après Jésus-Christ. Donc on a une simultanéité de la mise en chantier des monuments et l'arrivée de Rome officiellement à Palmyre. Les Palmyréniens, en effet, donc, tirent des revenus extrêmement importants qui vont leur permettre de faire édifier cette belle ville, essentiellement de leur commerce entre le golfe Persique et Palmyre, grâce aux infrastructures dont ils disposent, à savoir les troupeaux de chameaux. Alors ici, les chameaux aujourd'hui dans le désert, vous voyez qu'à Palmyre, il y avait toujours des grands troupeaux de chameaux, les choses n'ont pas changé. Mais sur un bas-relief ici qui provient d'un sarcophage du IIe siècle, eh bien, on retrouve cette fierté, au fond, qu'avaient les Palmyréniens de se faire représenter dans leur activité principale, qui était celle d'éleveurs de chameaux et d'organisateurs de caravanes pour aller chercher les produits qui venaient de l'Afrique, qui venaient de l'Inde, qui venaient parfois même de plus loin, puisqu'on a aussi un bas-relief que l'on pouvait voir dans le musée de Palmyre et une inscription qui n'est pas corrélée à ce bas-relief, mais qui confirme le fait que les Palmyréniens avaient aussi des bateaux qui leur permettaient d'aller jusqu'en Inde chercher des produits dont ensuite ils assuraient la redistribution.
Alors, les produits arrivaient dans le golfe Persique, pour la plupart, où là, des comptoirs de palmyréniens étaient installés. Il y en avait également dans la vallée de l'Euphrate. Et donc, 1 ou 2 fois par an, une caravane partait de Palmyre et allait chercher ses produits, soit dans les comptoirs de l'Euphrate, soit plus au sud, dans le golfe Persique, où des palmyréniens étaient installés. Ils avaient, outre les infrastructures du commerce, une connaissance approfondie des routes du désert. Ce sont des hommes du désert, ils connaissent très bien les routes qui conduisent au moins jusqu'à l'Euphrate. Ils en connaissent les dangers, c'est-à-dire les tribus de bédouins qui seraient toujours prêts à mettre la main sur la caravane pour piller, prendre les produits. Ils connaissent également les puits auxquels on peut s'arrêter le long de la route pour se ravitailler en eau. Et ils entretiennent aussi des relations diplomatiques avec l'Empire qui se trouve de l'autre côté de l'Euphrate et dans lequel ils sont obligés d'entrer lorsqu'ils veulent se rendre à l'embouchure de l'Euphrate et du Tigre dans le golfe Persique, c'est-à-dire l'Empire parthe. Et il y a même des palmyréniens qui entretiennent tellement bien des relations diplomatiques étroites que certains d'entre eux gouvernent des provinces, des régions dans le sud de la Mésopotamie pour le compte des Parthes. Donc on a là des gens qui combinent un certain nombre d'éléments favorables qui vont leur permettre de tirer profit très largement de cet aspect d'intermédiaire du commerce. Et c'est sans doute quelque chose qui remonte à loin, puisque une des premières attestations que nous avons de la richesse de l'oasis de Palmyre, c'est lorsque, en 41 avant Jésus-Christ, donc là nous sommes déjà au 1er siècle après, quand la ville commence à sortir, donc liée aux richesses, mais la ville est certainement très riche déjà avant, puisqu'en 41 avant Jésus-Christ, nous savons par un texte que Marc-Antoine, le triumvir Marc-Antoine, qui est l'amant de Cléopâtre à ce moment-là et qui est en Égypte, est venu avec ses troupes pour tenter de piller la ville de Palmyre. Donc il y avait certainement déjà des rumeurs de richesse qui circulaient pour que Antoine ait cherché à venir faire du pillage. Il est reparti bredouille. Les Palmyréniens avaient emmené toute leur richesse, tout leur trésor en direction de l'Euphrate dans le désert et Antoine n'a plus qu'à s'en retourner sans avoir pillé quoi que ce soit. Mais c'est l'ouverture d'un marché international grâce à Rome qui est demandeuse de produits à forte valeur ajoutée que transportent les Palmyréniens, c'est-à-dire des perles, de la soie, de l'encens, des pierres précieuses, qui vont contribuer à accroître la richesse de Palmyre. Et contrairement à ce que l'on affirme parfois dans certains livres d'histoire, d'une histoire officielle locale en Syrie, la période romaine n'a pas été une période noire et colonialiste, mais bel et bien l'apogée de la cité de Palmyre. Il suffit d'en regarder les ruines pour en être persuadé. Donc, entre le 1er et le 3e siècle après, Palmyre a été un chantier permanent jusque donc, dans le 2e quart du 3e siècle. Et Zénobie donc, a pu contempler, à peu de choses près, ce que nous voyons aujourd'hui, à savoir ces grandes rues à colonnades qui traversent le site. Alors sur la photographie ici aérienne, nous ne voyons pas la première des grandes colonnades qui a été construite, qui est la colonnade transversale, parce qu'elle est plus au nord sur la photographie. Mais nous avons une très belle vue ici de la grande colonnade, celle qui traverse le site du nord-est au sud-est, avec les rues perpendiculaires qui partaient à droite et à gauche de la grande colonnade pour desservir les différents monuments. Et ces colonnades, qui, outre leur aspect décoratif, aujourd'hui on n'en retient peut-être que cela quand on va à Palmyre, mais elles avaient aussi un autre aspect, celui d'être pratique, puisque ces colonnades permettaient de ménager des sortes de voies couvertes, des sortes de galeries couvertes, puisque à l'arrière de la colonnade qui, elle, ouvrait sur la rue, les colonnes ouvraient sur la rue, en arrière, il y avait un mur dans lequel ouvraient des boutiques, et donc ça permettait aux passants de se protéger du soleil, mais aussi de la pluie, parce que parfois il pleut à Palmyre, et en même temps de marcher agréablement dans la rue sans souffrir des inconvénients climatiques. Et puis, un autre élément important de ces colonnades,
c'est qu'elle servait de lieu d'affichage pour le conseil municipal de Palmyre et le peuple de Palmyre, pour honorer les bienfaiteurs de la cité. Tous ceux qui contribuaient à embellir la cité, à construire la cité, à créer sa fortune par leurs actions commerciales, étaient remerciés par des décrets que l'on gravait sur les colonnes. Alors, je vais passer à la photo suivante. Voilà, que l'on gravait sur les colonnes, directement sur le fût, comme celle-ci. Oh, pardon. Comment est-ce qu'on revient en arrière? Oui, comme ça. Voilà. Donc ici, sur un tenon de colonne, c'est-à-dire une console qui émergeait aux 2/3 de la colonne. Voilà, sur cette photographie, on les voit, ces consoles ici. Voilà. Donc, ces consoles sur lesquelles on gravait le décret commémoratif du personnage, auquel on dédiait d'ailleurs généralement aussi une statue qui était placée sur la console. Parfois, l'hommage était tellement long qu'il fallait utiliser aussi le fût de la colonne. C'est le cas ici pour cette inscription qui date, vous voyez, du milieu du IIIe siècle, pour un certain Iulios Aurelios Zénobios, dont certains avaient voulu faire le père de Zénobie, mais non, ce n'est pas le père de Zénobie. C'est peut-être un de ses parents, mais son père, on ne sait pas grand-chose sur elle, mais on sait que son père s'appelait Antiochos. Donc, forcément, ce n'est pas lui. Mais, vous voyez, c'était un contemporain, du moins, de sa famille, parce que 242-243, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était née entre 230 et 240. Donc, en gros, on est dans les mêmes eaux, si l'on peut dire. Donc, inscription honorifique sur les colonnes et notamment dans la grande colonnade, entre ces deux monuments que vous voyez figurer ici en haut et en bas, le tétrapyle qui se trouvait à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'intersection de la grande colonnade qui est construite en 3 tronçons, un premier tronçon ici qui vient du nord jusqu'au tétrapyle, puis on a construit un deuxième tronçon plus long jusqu'au grand arc, que vous voyez ici. Ça ne marche plus? Oui. Et puis un troisième tronçon qui a été construit à peu près à l'époque de Zénobie, qui, lui, partait du Grand Arc et descendait jusqu'au Temple de Bel. Mais cette portion de la grande colonnade n'a pas été fouillée, malgré des demandes répétées de nos collègues archéologues. Le projet n'a pas vu le jour. Peut-être que là, nous trouverions d'autres éléments contemporains de l'époque de Zénobie, puisque cette troisième partie de la colonnade, chronologiquement, est plus proche d'elle. Mais néanmoins, on connaît plusieurs inscriptions concernant Zénobie et sa famille, ont été gravées dans cette partie de la grande colonnade entre le tétrapyle et l'arc, qui était la partie certainement la plus prestigieuse de la ville. C'est d'ailleurs là que se trouvent concentrés la plupart des monuments importants. Et ces inscriptions, les voici. Nous avons ici une inscription en l'honneur de Zénobie. Il n'y en a pas beaucoup, mais celle-ci en est un témoignage. Ici, en bas, sur une console qui était conservée au musée, une inscription en faveur de son beau-fils, Ayran, et de son mari, Odaïnat, qui l'a précédé dans des exploits militaires en Syrie. Et puis, ici, un autre exemple d'inscription sur le fût pour un personnage un peu mystérieux, on va dire, qui est dans l'entourage de Zénobie, d'Odaïnat d'abord et de Zénobie ensuite, un certain Vorod, dont le rôle exact auprès de la famille d'Odaïnat et de Zénobie n'est pas très clair, mais bon, dans le livre, on a essayé de fournir quelques hypothèses sur qui était ce personnage, qui n'est pas moins honoré que 8 fois dans la grande colonnade. Donc il y a 8 grandes inscriptions pour lui dans la grande colonnade, et vous verrez que tout à l'heure, on a peut-être aussi un élément en rapport avec lui. Donc on croit pouvoir en faire peut-être un homme lige d'Odaïnat, une sorte de personnage auquel Odaïnat confiait, quand il était lui-même sur les champs de bataille, le soin d'administrer Palmyre en son nom. En tant que cité, alors je parle d'Odaïnat et de Zénobie, pour certains d'entre vous, peut-être faites-vous un lien entre Zénobie, la reine. Alors pas la reine de Palmyre, je vais en dire 2 mots tout de suite, mais la reine Zénobie et le roi Odaïnat. Parce que bien que Palmyre donc, est connue
l'existence d'un roi et d'une reine à l'époque d'Odaïnate, Palmyre est une cité de l'Empire romain. Et elle n'a jamais cessé d'être, en fait, une cité autonome de l'Empire romain. Palmyre, de ce fait, mène, disons, sa politique quotidienne, locale, comme dans la plupart des autres cités du même type, et des institutions font fonctionner la cité. Des bâtiments publics peuvent être mis en relation avec ces institutions de la cité, de la vie quotidienne. Nous voyons ici un certain nombre de ces monuments. En haut, à gauche, le théâtre, alors qui n'est pas seulement un édifice de spectacle à Palmyre, mais probablement aussi le lieu dans lequel on réunissait le peuple, les citoyens de Palmyre, lorsqu'on avait quelque chose à leur soumettre et à leur faire voter, entre autres les décrets honorifiques, si toutefois on leur demandait autre chose, c'est pas certain, mais au moins participait-il à la vie civique de cette manière. Nous avons au-dessous, un bâtiment qui a été identifié comme le Bouleuterion de Palmyre, c'est-à-dire le siège du conseil municipal, dont nous voyons la forme en exèdre à la partie la plus éloignée ici, qui était probablement donc l'endroit où prenaient place les conseillers municipaux lorsqu'ils se réunissaient. Donc, ces deux monuments qui sont en rapport avec la vie civique montrent que la vie civique a continué à fonctionner. D'ailleurs, les inscriptions de Palmyre à l'époque de Zénobie nous montrent que les institutions fonctionnent. On continue d'honorer des magistrats qui gèrent la ville, comme l'agoranome, qui s'occupe de l'approvisionnement du marché, de l'entretien des rues. On honore un gymnasiarque, c'est celui qui est à la tête du gymnase, c'est-à-dire de cette institution civique dans laquelle on éduque les jeunes citoyens, où on les entraîne physiquement et intellectuellement. On y honore les bouleutes, donc les conseillers municipaux, et ce, pendant toute la durée de l'existence de la cité. Et donc, si Odaïnate a bien porté le titre de roi des rois et Zénobie a bien porté le titre de reine, c'est uniquement parce que Odaïnate avait vaincu militairement sur un champ de bataille le roi des rois perse. Juste parenthèse, tout à l'heure j'ai parlé des Parthes, mais à une certaine période, les Parthes sont remplacés en Mésopotamie par les Perses. Les Perses sont agressifs, ils ont attaqué plusieurs fois la Syrie, ils ont pillé la Syrie du Nord, etc. Donc ils menacent la sécurité, ils menacent le commerce, ils menacent la vie des gens. Par conséquent, il y a eu une prise de conscience à un moment donné. Les empereurs romains n'arrivent pas à régler le problème avec les Perses, et Odaïnate, donc, avec des troupes, va se porter contre l'empereur, le roi des Perses, et comme il l'a vaincu, eh bien, il s'arroge le droit de porter le titre du roi des Perses qu'il a vaincu. Il se fait appeler roi des rois. Et quand il meurt, alors peut-être de son vivant déjà, Zénobie est-elle reine, et quand Odaïnate est assassinée, elle continue d'être appelée reine. Mais encore une fois, reine parce que son mari était roi, mais pas reine de Palmyre, parce que Palmyre n'a jamais été un royaume. On n'a aucun document qui ne laisse penser que Palmyre ait pu être érigée en royaume à quelque période que ce soit. Même pas à des périodes antérieures, ce qui laisse parfois penser que Zénobie et Odaïnate auraient restauré un ancien royaume qui aurait été éradiqué, qui aurait disparu à la suite de l'arrivée de Rome. Pas du tout. Nous n'avons aucun document qui permette de le dire. Alors d'autres monuments, évidemment, ont été érigés dans la ville progressivement à différentes époques. On a ici une photographie qui montre les thermes qui ont été restaurés par la suite, mais qui existaient également déjà à l'époque de Zénobie. Et puis un autre bâtiment qui est en rapport avec l'activité commerciale de Palmyre. Vous avez une photographie de la façade de l'Agora, c'est-à-dire cette grande place fermée, entourée de colonnades, qui elle-même servait, comme les autres, à placer des inscriptions honorifiques en l'honneur notamment ici, surtout des caravaniers, et dont nous voyons ici une reconstitution qui est due à un des architectes de l'IFPO, qui doit être présent dans la salle, il se reconnaîtra, qui est Thibaut Fournet. Voilà, donc très belle reconstitution de l'intérieur de cette agora. Mais Palmyre, c'était aussi de multiples temples, et de multiples temples qui reflétaient les innombrables divinités honorées dans l'oasis. Le plus spectaculaire est certainement celui du dieu local, qui s'appelait Bol,
et qui par la suite a été assimilé à un dieu babylonien du nom de Bel, et non pas comme on l'a lu plusieurs fois dans les articles qui ont circulé ces temps-ci, ce n'est pas Baal, c'est bien Bel, le grand dieu de l'oasis, dont le temple a été consacré très tôt, en 32 de notre ère, mais certainement commencé encore beaucoup plus tôt, puisqu'on a des inscriptions qui datent de 17 de notre ère, qui mentionne des dons en sa faveur pour sa construction et qui a dû remplacer un temple de l'époque hellénistique qui avait été jugé pas assez prestigieux. C'est également un autre temple bien connu du site de Palmyre. Alors cette fois-ci, c'est bien le dieu phénicien Baal Shamin qui est honoré dans ce petit temple, dont nous n'avons ici qu'une partie. Il était dans un ensemble beaucoup plus vaste, mais qui aujourd'hui a disparu, et qui, dans les années 129-130, a été rénové complètement par un fastueux évergète, un fastueux bienfaiteur palmyrénien, dont l'action est relatée sur cette console, justement, qui était en façade du temple. Personnage qui non seulement avait restauré et reconstruit le temple et embelli le temple, mais qui avait aussi entretenu toute la délégation qui avait accompagné l'empereur Adrien quand il était venu en visite à Palmyre en 129-130, ce qui avait permis à la ville de se parer de son nom, puisque à partir de ce moment-là, Palmyre est devenue Adriane Palmyra. Elle a intégré le nom de l'empereur à son nom. Donc, de nombreux temples, je passe assez vite. Ici, un temple dédié à une déesse, une divinité arabe, la déesse Allat, qui est parfois assimilée à l'Athéna grecque, d'autant plus que la statue qui fut placée dans le temple, mais à une date relativement tardive, pour remplacer une autre qui avait été détruite, est bien la statue de l'Athéna, une copie de l'Athéna Parthénos de Phidias du IVe siècle avant. Et donc, nous voyons qu'à Palmyre, il y avait certainement quelqu'un de suffisamment riche pour se faire en marbre une copie de l'Athéna Parthénos de Phidias et qu'il la possédait dans sa maison, puisqu'on sait que la statue a été prise dans une maison pour ensuite être placée dans le temple. D'autres temples, celui de Nabou, d'un autre dieu honoré à Palmyre, un dieu d'origine mésopotamienne qui a subi pas mal d'avatars. Bon, je passe sur les détails, vous les trouverez dans le livre si vous intéresse. Petit temple qui était lié à une famille importante de l'Oasis et qui très probablement a souffert à un certain moment de destruction liée à des conflits d'intérêts entre des familles notables de Palmyre. Donc tous ces édifices témoignent de la variété des cultes à Palmyre, dont nous savons d'ailleurs que parfois plusieurs divinités ensemble étaient honorées dans le même temple. Et on a ici un bas-relief qui représente Baal Shamin, entouré de deux autres divinités. Ou bien sur cette poutre ici qui était dans le temple de Bel, qui représente plusieurs divinités en même temps. Nous avons d'une part à gauche un anguipède, enfin une représentation d'un personnage mythique avec des pieds en forme de serpent, puis un dieu cavalier ici, puis 4 dieux militaires, et enfin, tout à fait au bout, qu'on ne voit peut-être pas très bien, un personnage nu avec une peau de lion sur les épaules et qui tient une massue et qui est Héraclès. Donc on avait dans le temple de Bel, qu'on appelle d'ailleurs à fort juste titre le temple des dieux palmyréniens, de multiples divinités qui étaient honorées en même temps dans le temple. Mais à l'époque de Zénobie, tous ces cultes, évidemment, persistaient, existaient. Elle les a côtoyés. Elle était peut-être même une adepte de certains d'entre eux et elle peut-être participait-elle, évidemment, aux cérémonies. Mais on sait également qu'à Palmyre, il y avait... outre ce polythéisme païen, une communauté juive, puisqu'il a été retrouvé une synagogue et des inscriptions en hébreu qui étaient gravées sur des linteaux et des montants de porte. Il y avait également une communauté chrétienne, plusieurs églises ont été également retrouvées à Palmyre, et on prête à Zénobie un rôle dans l'introduction du manichéisme, dont le fondateur iranien Mani était un de ses contemporains. Enfin, tout comme aujourd'hui, il ne pouvait échapper aux yeux de Zénobie, ce qui faisait... je vais revenir quand même un peu en arrière sur le plan. Ce qui fait encore aujourd'hui l'intérêt aussi du site, ce sont ces nombreuses nécropoles qui entourent la ville. Nous voyons sur ce plan, vous voyez sur ce plan, toutes les nécropoles, tous les sites des nécropoles qui entouraient la ville, dont il subsiste
encore aujourd'hui de nombreux vestiges, soit sous la forme de tours funéraires, comme celle-ci, dont les premières datées remontent au tout début du 1er siècle et dont la construction se serait arrêtée dans la première moitié du 2e siècle. Mais bon, on manque peut-être d'inscriptions pour aller plus loin. Celles que nous avons sont datées comme ceci. Et l'un des endroits les plus prestigieux au cours de cette période pour faire construire ces tours funéraires étaient les pentes d'une butte qui domine le site de Palmyre, la butte de Belkis, au pied de laquelle, ou à mi-pente de laquelle, les familles les plus notables, les plus riches de Palmyre, étaient en compétition pour occuper l'endroit le plus visible, le plus en vue, pour montrer qu'ils étaient riches et montrer qu'ils avaient un magnifique tombeau construit sur la colline. Pendant ce temps, l'enrichissement de Palmyre ne profitait pas que aux notables les plus huppés. L'enrichissement de Palmyre a profité aussi à toute une classe moyenne qui s'est développée au cours du IIe siècle et qui n'avait peut-être pas complètement les moyens de faire construire des tours funéraires sur 5 étages, mais qui néanmoins se faisait aussi construire des tombeaux qui n'étaient pas moins somptueux, mais souterrains. Ce sont ces hypogées dont vous avez ici l'escalier un peu vertigineux d'un des plus connus. Ceux qui sont allés à Palmyre n'ont sans doute pas manqué d'aller le visiter, l'hypogée des 3 frères, dont nous avons l'entrée à gauche, et le décor de peint sur l'un des montants d'un des murs de l'hypogée, qui montre que ces familles, bien que peut-être un peu moins riches que les grands notables, avaient malgré tout des moyens de se faire construire de magnifiques tombeaux avec de très nombreux emplacements pour une parenté extrêmement large. L'aristocratie ne voulant pas être en reste, et il fallait bien qu'elle se démarque à un moment ou à un autre, elle ne pouvait pas continuer à construire des tours comme autrefois les ancêtres. À partir de la fin du IIe siècle et au IIIe siècle, un autre type de tombeau va remplacer dans l'aristocratie les tours, ce sont les tombeaux-temples. Vous en voyez un ici qui est dans une situation géographique extrêmement intéressante dans la ville parce que, contrairement à toute législation, il est construit sur le périmètre urbain, ce qui était évidemment normalement impossible. Or, on a là un personnage dont on ne connaît pas le nom, puisque malheureusement l'inscription sur son tombeau, nous ne l'avons pas retrouvé, qui était suffisamment puissant, suffisamment important pour se faire construire un tombeau sur le périmètre urbain, en plus à l'intersection des 2 grandes voies principales de la cité. C'est-à-dire que où qu'on soit dans Palmyre, le tombeau ne peut pas échapper à l'œil de celui qui se trouve dans la ville. Alors, à qui était ce tombeau? Peut-être qu'on peut imaginer que c'était celui d'Odaïnat. On sait qu'il avait un tombeau à Palmyre, puisqu'on a retrouvé l'inscription du tombeau d'Odaïnat, mais l'inscription est hors contexte. Par conséquent, on ne peut pas la relier à un monument funéraire particulier. Parmi les plus beaux monuments funéraires de Palmyre figure celui-ci, qui est également contemporain du début du IIIe siècle, milieu du 220, on le date à peu près de 220 après Jésus-Christ, qui a été fouillé et reconstitué par nos collègues allemands qui ont reconstitué ce tombeau à partir des éléments qui étaient au sol et qui ont tiré cette reconstitution absolument extraordinaire qui montre que, à la limite, on n'a plus affaire à un tombeau, mais à un véritable palais, puisqu'on a là une façade de palais avec, alors juste peut-être maintenant une chose qu'il faudrait supprimer, aux dernières nouvelles, il faudrait supprimer la rangée de merlons au sommet qui n'est pas prouvée. Mais on a là un des tombeaux les plus somptueux de Palmyre, dont malheureusement il ne reste que quelques vestiges au sol, mais qui témoignent quand même de la somptuosité du monument. En haut, nous voyons la cour centrale qui était entourée de différentes salles funéraires, et puis quelques éléments de décor, des niches, ou des angles du tombeau qui montrent la finesse de la sculpture à Palmyre. Reste alors ce tombeau, oui j'ai dit tout à l'heure que je reparlerai de Vorod, on a retrouvé une inscription très très fragmentaire sur ce tombeau avec un seul nom, le nom de Vorod. Alors évidemment on a brodé, était-ce le tombeau du fameux Vorod, honoré 8 fois dans la grande colonnade, ami d'Odaïnat, personnage extrêmement important dont la carrière est bien connue. Bon, c'est une hypothèse, n'allons pas plus loin. Reste une dernière question, où habitait Zénobie et sa famille à Palmyre? On a imaginé qu'elle pouvait y avoir un palais.
toutes les recherches pour essayer de le localiser sont restées vaines, ni le long de la grande colonnade, ni où il y a les thermes, ni l'extrémité nord où se trouve le camp de Dioclétien ne conviennent à cet emplacement. En revanche, il faut peut-être imaginer que Zénobie, quand elle résidait à Palmyre, occupait une de ces grandes maisons à péristyle qui ont été retrouvées en de multiples endroits sur le site. Ces maisons, dont les murs étaient ornés de peintures et de stucs. Alors, on a deux maisons ici, une qui a été retrouvée derrière le théâtre et celle-ci qui est en limite de l'oasis et qu'on appelle la maison d'Achille. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc, des maisons dans lesquelles on a retrouvé des stucs qui montrent la richesse, donc la décoration de ces maisons. Et également des maisons dans lesquelles on a retrouvé de superbes mosaïques. Deux séries de mosaïques, celles-ci qui proviennent d'une maison qui a été retrouvée de l'autre côté de la Grande Colonnade, du côté est de la Grande Colonnade, qui ont été datées par les spécialistes du IIIe siècle et qui représentent à gauche le combat de Bellérophon contre la chimère et à droite une chasse au tigre. Ces mosaïques, découvertes en 2003, représentent certainement de manière allégorique Odaïnate terrassant une chimère à 3 têtes et l'autre, son fils Ayran, affrontant un tigre avec son arc lors d'une chasse. Donc ces mosaïques couvraient le sol d'une pièce d'une maison qui a été très vite, après leur réalisation, recouverte à nouveau par un nouveau pavement. Et on est peut-être fondé à se poser la question de savoir si cet épisode du recouvrement de ces mosaïques, qui manifestement représentent Odaïnate et Ayran, ne sont pas liés à leur chute à un moment donné, ou peut-être un peu plus tard à la chute de Zénobie en 272. Deux autres mosaïques également sont extrêmement intéressantes et ont été retrouvées dans des maisons proches de l'oasis. La première qui représente Achille se débarrassant de ses vêtements féminins sous lesquels il s'était caché pour échapper à la guerre de Troie. Il était allé se réfugier chez le roi d'une île grecque à Skyros. Il s'était caché dans le Gynécée, habillé en femme, pour échapper à la guerre où on lui avait prédit un funeste destin, puisqu'il était vulnérable au talon. Donc on lui avait annoncé qu'il mourrait à la guerre de Troie. Et donc il s'était caché, mais Achille l'a retrouvé. Et quand Achille le découvre, évidemment, Ulysse le découvre, Achille se débarrasse de ses vêtements féminins. Et dans cette scène, les spécialistes rattachent ces mythes à des thèmes de la philosophie néoplatonicienne. Sur l'âme. Achille, en se débarrassant de ses vêtements féminins, donc rejetterait son enveloppe charnelle pour dévoiler la vraie nature de l'âme. Et on retrouve le même mythe dans la mosaïque du dessous, qui est la mosaïque de Cassiopée, qui se débarrasse de son manteau également et gagne ainsi l'immortalité en s'identifiant à la beauté absolue, puisqu'elle a entrepris un concours avec les Néréides pour savoir lesquelles seraient les plus belles. Donc on a là des mosaïques que, encore une fois, les spécialistes rattachent volontiers à la philosophie néoplatonicienne et qui n'hésitent pas non plus à rattacher ce développement de la philosophie néoplatonicienne à Palmyre à la présence du philosophe Longin, néoplatonicien du IIIe siècle, dont on sait qu'il était un proche d'Odaïnate et également un proche de Zénobie, peut-être même son conseiller, puisque les sources nous disent que Aurélien a fait exécuter Longin parce qu'il avait été un mauvais conseiller de Zénobie. Donc on est là dans un contexte au IIIe siècle, un contexte philosophique, un contexte qui montre à l'évidence que Palmyre était bien un foyer d'hellénisme et que même si, contrairement aux apparences, on peut penser que Palmyre n'est pas totalement grec, malgré tout, il y a énormément d'indices qui en font une cité multiculturelle et entre autres grecque. Pour terminer, pourquoi douterait-on que Palmyre n'est pas une cité grecque ? Eh bien, quand on regarde le temple de Bel, de fait, on a à la fois des éléments qui sont très grecs. Il est entouré de colonnes, comme un temple grec. Il est
posé sur des degrés, comme un temple grec, mais quand on regarde les coupes et quand on regarde l'intérieur du temple, il n'a plus rien à voir avec un temple grec. On a deux cella qui se font face, on a une porte d'entrée sur un grand côté, on a des escaliers qui partent dans des tours de chaque côté des cellas, des niches, et qui permettent de monter sur le toit. On n'a jamais vu un temple grec classique conçu de cette façon. De même que lorsque l'on regarde les habitants de Palmyre tels qu'ils se font représenter en buste dans leurs tombeaux pour obturer les orifices dans lesquels on enterrait les morts, quand on regarde les femmes, évidemment, on ne reconnaît pas une grecque classique à travers ces femmes qui portent un costume traditionnel. Elles ont un bandeau brodé sur le front, elles ont un voile, elles sont couvertes de bijoux qui montrent la richesse de leur famille. Rassurez-vous, elles n'étaient pas enterrées avec, ils n'étaient pas fous. C'est pour ça qu'on en a sans doute retrouvé très peu, même dans les tombes non violées. Mais quand on regarde les hommes en bas, les hommes, eux, se font volontiers représenter en toge, pour montrer leur appartenance à une société gréco-romaine dont ils étaient les participants. Mais en même temps, quand on regarde ces mêmes hommes sur les couvercles des sarcophages familiaux sur lesquels ils sont représentés, eh bien, ils sont représentés dans un costume qui est tout à fait traditionnel dans l'Oasis, c'est-à-dire le pantalon bouffant, la tunique légère brodée par-dessus, les petites bottines brodées également, les petites bottines brodées, donc un costume qui effectivement les rattache beaucoup plus au milieu mésopotamien, au milieu oriental qu'à la Grèce ou qu'à Rome. Donc, je voudrais terminer par ça en montrant qu'au fond, Palmyre, c'est l'originalité de cette cité que d'être une cité multiculturelle, de mélanger les genres, qui se manifeste donc clairement à travers la sculpture, mais qui se manifeste aussi bien dans l'épigraphie, puisque si certains d'entre vous ont eu l'œil un peu exercé tout à l'heure en regardant les inscriptions, vous avez pu voir qu'il y avait des inscriptions qui étaient en grec, et puis en dessous, c'était dans une autre langue, c'était de l'araméen. Et de fait, à Palmyre, on écrit toujours dans les deux langues les inscriptions officielles, et même parfois dans la sphère privée, lorsqu'on se fait construire un tombeau, on peut écrire ce tombeau appartient à un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, on remonte 3-4 générations pour ses enfants, ses petits-enfants et les générations à venir, en grec, mais aussi en araméen. Donc, pour conclure, que dire de plus que tout ceci est menacé de destruction, de disparition, ou à tout le moins de subir des dommages, sans doute irréparables, pour en effacer pour toujours la mémoire d'un passé qui est pourtant éclatant, où se mêlait avec, je crois, bonheur, Orient et Occident. Voilà, je vous remercie. Je nous mets l'autre PowerPoint. Alors, je vais tâcher d'être bref, il faudra, pour aborder un tout autre aspect. Dans notre livre consacré à Zénobie, on a beaucoup parlé d'histoire, et Annie vient d'en donner un exemple aussi, mais on s'est aussi beaucoup interrogé sur la légende de Zénobie et la manière dont le personnage a été perçu à travers les siècles. Je voudrais juste revenir, moi, sur un point de ce que j'appellerais, je pourrais appeler ça la double malédiction de Zénobie. Lorsque, à la Renaissance, on a redécouvert les personnages de l'Antiquité, Zénobie a été considérée essentiellement sous un seul aspect, une forte femme, ce qu'on a appelé une forte femme. Ça ne veut pas dire qu'elle était grosse, non, mais qu'elle était une femme d'action, une femme à poigne. Et c'est l'image qu'on a retenue pendant 2 siècles. Lorsque, à la fin du XVIIe siècle, on a redécouvert Palmyre, 1691, lorsque se lancent les premières études historiques sur Palmyre, puisqu'enfin on a des ruines, des inscriptions qu'on ne sait pas encore déchiffrer, c'est vrai. Et les premières monnaies qui font apparaître Zénobie comme Augusta, ce qu'on appelait à cette époque-là des médailles ou des médaillons, mais qui sont tout simplement des monnaies, pour la plupart. Eh bien, lorsque on découvre tout cela, on commence enfin à faire rentrer Zénobie dans l'histoire. Et de fait, alors, attendez, le verre.
Donc on découvre les ruines, on découvre des monnaies, excusez, elle n'est pas très bonne, mais c'est peut-être le seul portrait qu'on ait de Zénobie. Et donc le personnage qui était pour l'instant un personnage, on peut dire quasi fictif, car on ne s'appuyait que sur une source antique qui elle-même totalement trafiquée, l'histoire Auguste, on aboutit effectivement dès 1758 à une histoire de Zénobie, reine et impératrice, où, semble-t-il, à peu près tout était dit. Je me lève parce que je suis obligé de voir le texte. Vous pouvez le lire mieux que moi parce que moi, je le vois que de... C'est le père Joseph Jouve, un jésuite lyonnais, qui écrit ce livre en 1758 et où il semble qu'enfin Zénobie rentre dans l'histoire. Ces phrases de Joseph Jouve, on ne citera que les dernières, sont, je l'allais dire, marquées du sceau de la plus pure réflexion historique. Il a tout compris, qu'elle cherchait simplement à associer son fils au pouvoir impérial à Rome. Cette association eût rempli les vœux de sa tendresse et lui aurait donné un nouveau droit à la qualité d'impératrice des Romains, seule capable, avec la puissance actuelle qu'elle y avait voulu joindre, de satisfaire pleinement son ambition. Le titre d'Auguste qu'elle prit constamment sur ses médailles, ses monnaies donc, et qu'elle fit prendre à voix balade son fils, est une preuve bien sensible qu'en faisant, et c'est là la phrase importante, qu'en faisant la guerre aux Romains, Zénobie ne se regarde jamais comme étrangère à l'Empire de Rome. Tout est dit. Et pourtant, rien n'est dit. 2 siècles plus tard, on semble être revenu complètement en arrière. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle la double malédiction de Zénobie. Zénobie a subi en effet 2 malédictions. D'abord, la première, c'est un changement d'attitude totale des Occidentaux, des Européens, disons, à l'égard de l'Orient. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Orient est une région qu'on connaît mal, qu'on connaît très peu, et qui fait peur. Le désert, c'est même un enfer, en quelque sorte. Et puis, avec les premiers voyageurs de la fin du XVIIIe, et en particulier Constantin François de Volnay, dont le voyage en Orient est sans doute le livre qui a fait le plus pour la création de cette image d'un Orient mythique, en quelque sorte. La meilleure preuve, je ne crois pas qu'on puisse aller chez un antiquaire aujourd'hui, un bouquiniste, sans trouver au moins 3 éditions de Volnay. Le livre a été réédité constamment. Alors, avec des gens comme Volnay, mais je pourrais citer aussi bien Cassas, ou bien des originalités comme Lady Esther Stanhope, il y a un romantisme du désert, un romantisme de l'Orient qui se met en place. Lady Esther Stanhope organise en mars 1813 son entrée magnifique dans Palmyre avec des jeunes filles sur les consoles, des bédouins qui dansent à moitié nus devant elle. Je ne sais pas comment elle avait obtenu ça, mais enfin bon, ça c'est une autre affaire. Des chœurs de vieillards qui chantent son éloge. C'est une entrée solennelle de Zénobie dans Palmyre. Et la même année, Rossini fait créer à la Scala, le 26 décembre 1813, un opéra qui s'appelle Aureliano in Palmyra, qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit de l'histoire, mais dont vous connaissez tous l'ouverture, même si vous n'êtes pas amateur d'opéra, parce que Rossini était tellement content de cette ouverture d'opéra qu'il s'en est resservi pour le Barbier de Séville. C'est l'ouverture du Barbier de Séville. Donc, le résultat, c'est que Zénobie, dont, en lisant notre livre, vous apercevrez qu'elle est une femme d'une grande famille palmyrénienne parfaitement hellénisée. Elle est quand même la femme, je vous rappelle, d'un sénateur romain, car Odeinat est sénateur romain. Tout d'un coup se voit rejetée par l'imaginaire orientalisant des Européens au fin fond du désert. Elle devient une bédouine, elle devient une orientale avec... tiens, alors, mon image a disparu, mais c'est pas très grave parce que c'était l'image qu'Annie a montrée tout à l'heure sur la couverture du livre. En voilà une autre. Vous voyez donc cette femme qui apparaît plus du tout comme la femme d'un sénateur romain, mais comme une orientale. Le mot n'a aucun sens, évidemment. Car des orientaux, des gens qui habitent en Orient, il y a de toutes sortes de variétés très différentes les unes des autres. Ça n'a pas de sens. Mais il s'est créé une image de l'oriental avec, bien sûr, des costumes chamarrés,
des perles, des pierres précieuses. Et il manque l'odeur, mais à mon avis, elle est couverte de parfum, nécessairement. Et donc, Zénobie est rejetée dans cet Orient légendaire et mythique. On la renvoie, dans le fond, dans un désert, dans une société bédouine où elle n'a rien à faire. Elle est citoyenne, femme de sénateur romain d'une cité de l'Empire romain, qui est en plus une colonie romaine depuis 212-214. Donc c'est pour vous dire que les Bédouins sous la tente, on en est très 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 loin. Et donc, on exploite, et jusqu'à nos jours, car tous les romanciers, et Dieu sait s'ils sont nombreux, il en paraît presque chaque année, on en a cité beaucoup dans notre livre, il en est paru un juste entre le moment où on a rendu le manuscrit et où le livre s'est imprimé, il y a eu encore un roman sur Zénobie. Alors, j'attaque pas du tout les romanciers écrivent ce qu'ils veulent, c'est des œuvres d'imagination, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui confondent les romans avec les livres d'histoire. On pourrait là-dessus vous raconter des anecdotes. Un jour, quelqu'un qui, regardant un de nos livres, un jour où on avait une signature, nous dit « Oh non, j'ai déjà lu un livre sur Zénobie ». Donc comme il n'existe pas d'autres en français, d'histoire j'entends, je pense qu'elle devait confondre avec un roman. Peu importe. Donc on voit par là que Zénobie, de femme de sénateur, devient une fille du désert, avec même des aspects de Zénobie sauvageonne. Si vous faites des recherches sur le net, vous allez trouver des Zénobies. Il y en a de beaucoup plus hard que celle-ci. On a la version quasiment Barbarella. Cette sauvageonne de BD, cette femme du désert en tout cas, c'est nous, Européens, qui l'avons créée. Il faut être conscient de cela. En rejetant Zénobie dans le désert, on a créé une deuxième chose, c'est qu'on l'a éloignée de la réalité, donc on l'a éloignée de Rome. Et en bonne logique, ceux qui ont vu cette Zénobie comme une fille de bédouin de grande-tante imaginent tout d'un coup que son père s'appelait Amr Benadi, on a ça par exemple, ou Omar, ou Abdallah, ou ce que vous voudrez. Alors qu'une des rares choses qu'on sache sur Zénobie, c'est le nom de son père. Il s'appelle Antiochos. On ne peut pas faire plus grec. Et en plus, on sait qu'il n'a qu'un nom grec. Car lorsque son nom apparaît dans des inscriptions araméennes, Annie rappelait tout à l'heure que souvent les inscriptions sont bilingues, il n'a pas dans les inscriptions bilingues, comme ça arrive pour d'autres, un nom araméen, mais on a Antiochos transcrit du grec, parce qu'il n'a que ce nom-là. Donc, on le voit, c'est nous qui rejetons en quelque sorte Zénobie dans un Orient profond, et de là apparaît immédiatement une deuxième conséquence, c'est que, puisqu'on sait qu'elle a le titre de reine, je ne reviens pas sur ce qu'Annie a expliqué tout à l'heure, personne n'imagine qu'elle puisse être reine d'autre chose que de Palmyre. Et donc, nos romanciers, poètes, tout ce que vous voudrez, inventent littéralement un royaume de Palmyre qui n'a jamais existé. Elle devient donc tout d'un coup reine de Palmyre. Et l'idée s'est tellement incrustée que même dans des expositions comme celle qui avait eu lieu à la mairie du 5e arrondissement de Paris en 2001, je crois, l'exposition s'appelle « Moi Zénobie, reine de Palmyre », alors que le catalogue est excellent, fait par d'excellents savants, mais pour que ça soit vendeur, on a fait de Zénobie une reine de Palmyre, ce qu'elle n'a jamais été. Ça, c'est la première malédiction. Mais il y en a une deuxième, et la deuxième, nous en sommes tout autant responsables, mais nous n'en sommes plus les seuls responsables. Elle est ensuite victime du nationalisme syrien. Puisque nous, Européens, avons fait de Zénobie une reine de Palmyre, vous voyez le titre, The Rebel Queen, par exemple, d'un roman d'une américaine, Judith Weingarten. Puisque nous avons fait donc de Zénobie cette bédouine reine de Palmyre, ça paraît une évidence pour tout le monde. Lorsque les nationalismes réapparaissent au Proche-Orient, et Dieu sait si on a l'occasion aujourd'hui d'en parler dans cette maison,
lorsque le nationalisme syrien émerge, que ce soit déjà à l'époque du mandat français et plus encore à l'époque de l'indépendance après les années 40. La lutte de Zénobie, parce que c'est vrai qu'elle a fait la guerre à Aurélien, ne peut pas être comprise autrement que la lutte de la reine de Palmyre contre les Romains. Peu importe si tous les textes disent le contraire. Toute la documentation dit expressément le contraire. Elle n'est pas reine de Palmyre, elle est impératrice romaine à ce moment-là. Elle prend le titre impérial. Il n'empêche que pour des raisons purement idéologiques, mais dont il faut bien comprendre que l'orientalisme européen est en quelque sorte grandement responsable, les nationalistes syriens, et alors ça, le Baas va l'utiliser jusqu'à la corde évidemment, elle devient en fait le leader du Front national de libération. Et on lit très bien sous la plume du général Mustapha Atlas, qui est quand même une autorité dans le monde du Baas, elle devient naturellement celle qui a essayé de délivrer la Syrie colonisée par les Romains, ce qui montre une idée de ce qu'est l'Empire romain qui n'a aucun rapport évidemment avec la réalité, et elle devient nécessairement celle qui a tenté pour la première fois de créer un empire arabe qui ne sera créé que 4 siècles plus tard avec les conquêtes des armées musulmanes. Mais il faut bien comprendre que cet enchaînement, il est en quelque sorte logique, et cette manière de concevoir Zénobie comme une femme en lutte contre Rome, alors qu'elle se bat, c'est vrai, contre un Romain, mais elle est elle-même romaine. Elle rentre simplement dans le jeu d'une guerre civile romaine entre 2 empereurs prétendant l'un et l'autre au pouvoir. Ce qu'avait compris le père Joseph Jouve dès 1758, lorsqu'il disait ce qu'elle voulait, c'était faire associer son fils Wabalat au pouvoir. Et tous les documents qu'on possède, le fait qu'il y ait des monnaies de Wabalat Auguste, d'abord des monnaies où Wabalat est associé à Aurélien sans le titre impérial, puis ensuite des monnaies où il porte, lui, le titre impérial, de même que le nom de Wabalat sur les bornes milliaires, le long des routes, prouve évidemment que c'est ça, la démarche politique, en quelque sorte, de Zénobie. Mais sous l'influence, donc, d'une part de l'orientalisme, puis ensuite d'un nationalisme, exacerbé, alors qu'il est repris évidemment dans ce superbe opéra de Mansour Rabbani qui s'appelle Zanoubia, qui a été créé avec Férouz, mais qui a été redonné plus récemment avec Carole Samaha, que vous pouvez voir de grands extraits, c'est très beau, hein. Sur YouTube, par exemple. Avec YouTube, vous pouvez voir. On vient d'en créer un autre à Chicago, là aussi, après notre livre soit parti à l'imprimerie. Donc, on n'est plus à jour, on le reconnaît, mais on n'est pas tout à fait responsable. Ou bien cette mise en scène de l'Aureliano in Palmyra, qui est très intéressante, et peut-être que je vais terminer là-dessus, pour ne pas faire prolonger trop. C'est une production donc, qui a été donnée au Festival de Martina Franca en 2011. Et c'est modernisé. Là aussi, vous pouvez le voir entièrement sur YouTube si vous cherchez bien. On voit d'un côté les Palmyréniens qui portent tous un costume d'inspiration, je dirais, indo-pakistanaise. Pourquoi pas? On a le droit, on a vu pire. Et l'armée romaine en face, qui sont en fait déguisés comme le Royal Highlands. Donc c'est l'armée coloniale des Indes, ce qui est logique. Et on ne peut pas traduire mieux dans une mise en scène et dans un décor la conception que l'on a en effet de l'aventure de Zénobie face à Aurélien. Ce n'est plus donc une guerre civile entre 2 empereurs qui se disputent le pouvoir, c'est bien une lutte de libération d'un peuple tout entier contre l'occupant colonialiste. Ce n'était pas du tout l'histoire que racontait Rossini, remarquez bien. Mais peu importe, mais ça veut dire que dans la mise en scène d'aujourd'hui, on peut très bien faire une mise en scène. La mise en scène, elle donne une lecture en quelque sorte. Elle trahit une lecture qu'on a de
d'un personnage. Eh bien, cette pauvre Zénobie, donc, impératrice de Rome, devient le leader. Ça, c'est l'affiche du spectacle qui a été donné à Chicago à la fin de 2013. Cette Zénobie devient le chef du Front de Libération. C'est sans doute la première fois, parce que, évidemment, les propos que je tiens là sont inaudibles, je dois le dire, pour la plupart de nos amis syriens, qui, rien que l'idée de penser que Zénobie n'est pas reine de Palmyre, les hérisse profondément, et l'idée qu'elle soit impératrice. Alors, ils trouvent que c'est bien, mais en même temps, ça ne va pas dans l'idéologie du moment. Or, la réponse que l'on pourrait faire pour essayer de convaincre, c'est que je crois qu'on n'a jamais vu dans l'histoire que le leader d'un front de libération nationale prenne le titre de celui qu'il combat. Eh bien, Zénobie était devenue impératrice, et Augusta, impératrice de Rome, ça ne veut pas dire qu'elle créait un empire gréco-oriental ou plutôt arabe au milieu du IIIe siècle. Donc voilà la double malédiction dont souffre Zénobie aujourd'hui, et nous avons, Annie et moi, aucune illusion. Tous nos efforts ne servent strictement à rien en matière de... ne serviront sûrement pas à convaincre, si, la petite poignée de gens qui nous écoutent ici, et encore peut-être pas tous, mais en tout cas, sûrement pas les lecteurs des romans qui parlent de Zénobie, et Dieu sait s'il y en a. Merci.